iragile ngirame forora Deme baba ninga falenebe iragile ngirame forora Imuti mirio kuimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Bienvenue mesdames, messieurs à CR TV Télé qui vous offre cette opportunité qu'est Manège Savoir pour exprimer votre savoir-faire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, d'ailleurs le grand plaisir de recevoir une femme dynamique, Jeanne-Antoinette Fancy. Madame, bonjour, bienvenue à Manège. Merci Manège de me donner ce privilège de parler de moi, de Cible RH, de ma carrière. J'ai cet honneur parce que, fort malheureusement, je ne suis pas une femme des médias, donc c'est la toute première fois que je passe sur vos antennes. La mère des télévisions est là pour nous sortir également de l'ombre, pourquoi pas. Alors, pourriez-vous vous présenter à nos fidèles téléspectateurs, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je suis Jeanne-Antoinette Fancy. Je suis née à Bafia. Il y a 60 ans, je suis à Plaindon, en Gaï, là-bas. Oui. On leur dit bonjour, hein, de ce côté, on a beaucoup de téléspectateurs. Bonjour à tous les repas. Alors, j'ai grandi à Bafia, hein, jusqu'en 3e. J'ai été au collège Sabaya, ça s'appelait Collège des jeunes filles. Et puis, après le BEPC, je suis allée au lycée technique de Yaoundé. Oui. C'est au lycée technique que j'ai fait le bac des secrétaires G1 avant d'aller continuer mes études en Europe. Oui. Et ça a marché le secrétariat? Ah oui, c'était une très mauvaise idée. En fait, c'est amusant. L'idée du secrétariat est une idée de mon père. Oui. Mon père avait 2 villas qu'il louait au ministère des Finances à l'époque. Et pour faire son recouvrement, il a été reçu par la secrétaire du ministre. Et quand il rentre de Yaoundé, il me dit « Ma fille, tu seras secrétaire de direction. » Parce que pour voir le ministre, c'est la secrétaire de direction qui te donne l'autorisation ou pas. Oui. Et mon orientation était toute faite. Or, ce n'est pas du tout comme ça. Et nous allons le voir qu'on oriente un enfant. Ce n'est pas en fonction d'un vécu, ou c'est en fonction des valeurs de l'enfant et puis de ses désirs. Ouais. Je fais ce bac de secrétaire, mais ce n'était pas du tout ma vocation parce qu'en sténo et en dactylo, je ne m'en sortais pas du tout. Je ne vous fais pas dire, à l'époque, hein, la sténo n'était pas si facile que ça. Et c'est pour ça que je me dirige vers les métiers juridiques et judiciaires. En France, je vais avoir un DUT de droit et après ça, je me réoriente vers la gestion des ressources humaines. Oui. Voilà. Et je termine dans mes études par un DESS en psychosociologie des organisations. En 1982, exactement. Après, vous restez en France ou vous êtes revenu au pays? Non. Nous sommes de la génération de ceux qui faisaient tout pour rentrer au Cameroun. Parce que quand nous terminons nos études, je venais de me marier à M. Fancy, qui est un brillant docteur en mathématiques. Il est enseignant à l'ESSEC. Oui. Quand on lui dit bonjour, hein? On dit bonjour à M. Fancy. Bonjour à M. Fancy. Quand je termine donc, nous avons 2 propositions pour travailler en France. Moi, je devais travailler dans un cabinet de recrutement et lui devait être dans une banque qui s'appelait le Crédit Agricole. Nous disons non, le pays. Ouais. Voilà. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Et M. Fancy a fait un bon choix ou il regrette d'avoir pris Antoinette comme épouse? Alors, nous sommes mariés depuis 34 ans. Oui. C'est une belle histoire d'amour qui dure. Et nous sommes fiers d'être mariés, d'être ensemble. Oui. Je pense qu'il ne regrette pas, non. Et vous avez des enfants? Nous avons 2 filles. Christina, qui a 26 ans, et Sarah Loïs, qui a 11 ans. On leur dit bonjour aussi. Hein, bonjour Christina à Sarah. Au Canada, bonjour. Ouais. Sarah est à la maison. Ouais, on dit bonjour à Sarah. Voilà, Jeanne-Antoinette, déjà, j'apprécie votre prénom. C'est un beau prénom. Wow. Moi aussi. Merci.
Vous avez fait la psychosociologie. C'est quoi au fait? Ça ramène à quoi? Ça renvoie à quoi? Alors, dans les études de psychosociologie des organisations, on va analyser deux choses. Les organisations en tant qu'entreprise, en tant que système où l'homme va entrer. C'est pour ça qu'on parle de psychologie, de psychosociologie. L'homme, ces organisations fonctionnent parce qu'il y a des hommes. Maintenant, il y a toujours une dichotomie entre l'organisation et l'homme. Oui. Parce que l'employeur qui met en route une organisation s'attend à recevoir des bénéfices de son activité. Et l'homme qui y rentre veut gagner son salaire. Et la psychosociologie va vouloir fédérer les deux intérêts. Parce qu'en réalité, même si l'entreprise est difficile, c'est un passage obligé pour gagner sa vie. Donc, les psychosociologues qui sont dans l'entreprise vont essayer de faire en sorte que l'homme qui y entre puisse se développer, puisse se faire des amis, puisse communiquer et puisse faire une carrière. Et que l'employeur, l'organisation, elle, puisse donner des opportunités à celui qui arrive, enfin, bien sûr en fonction des ambitions des uns des autres, en fonction de la formation de base, en fonction de l'énergie et de la motivation que la personne aura. Donc l'entreprise va toujours donner comme ça une panoplie d'opportunités d'évolution. Donc les psychosociologues sont là pour mettre l'attention de l'organisation sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne en termes de motivation, ce qui ne fonctionne pas en termes de déperdition d'énergie dans le groupe. Oui. Voilà. Et quand vous regardez le monde du travail, déjà, après que vous ayez eu vos diplômes, vous êtes revenu au Cameroun. Vous avez eu à travailler à plusieurs endroits, je suppose. Oui, j'ai travaillé. À l'époque, ça s'appelait la SNEC. Maintenant, c'est la Camerounaise des eaux. Alors, je suis rentrée on m'a recruté comme formateur au centre de formation professionnelle. J'ai fait ce métier pendant 5 ans. J'ai été formateur de tout ce qui est métier du commercial et du management. Et je rends vraiment grâce à Dieu d'avoir commencé par ces métiers de développement RH parce que, vous voyez, quand vous commencez dans ces métiers-là en entreprise, vous allez beaucoup vous développer. Et quand j'arrive à 5 ans, on voit mon dynamisme, mon esprit d'initiative et je suis nommée chef du service de la formation professionnelle. Et quand je dirige ce centre-là, nous réalisons de grandes choses parce que le Cameroun est à une phase où il faut ouvrir des centres, il faut donner de l'eau à plus de gens et tout ça. Et nous avons formé plus de 3 à 4 000 personnes pour le compte de la SNEC. Et quand ce centre déménage pour aller à Komiada, à côté de Balmayo, je commence à servir dans les services rattachés à la direction générale, comme organisation et méthode, conseiller technique. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à être assez démotivée par rapport à ma formation de base. Parce que vous ne vous retrouviez plus voilà. dans votre... En fait, les métiers de conseil en entreprise sont des métiers très, très, très difficiles à vivre quand on a un certain profil. Parce qu'en fait, le conseil est souvent réservé aux entreprises extérieures, aux cabinets extérieurs qui vont avoir un regard nouveau et qui vont apporter tout ce qui est innovation, tout ce qui est idées nouvelles. Et moi, j'étais de la maison. Oui. Et vous savez qu'on n'est pas prophète chez soi. Voilà. Donc, j'ai préféré partir. Ouais. Vous avez décidé de partir de vous-même pour vous mettre à votre compte personnel. J'avais plafonné et ce que je faisais à ce moment-là ne me plaisait pas. Donc, j'ai décidé de partir pour cibler. Vous vous êtes dit, je ne suis plus rentable ici, je vais partir où je pourrais apporter encore mon expertise, c'est ça? Non, en fait, je sortais de mon métier de base. Oui. Moi, j'ai été formée pour m'occuper des gens dans l'entreprise.
je m'occupais plus des gens et je ne trouvais plus mon compte professionnellement. Bien sûr, j'avais un salaire, j'avais une position élevée, mais je ne trouvais plus de satisfaction intrinsèque. Et vous avez pensé mettre quelque chose à votre propre compte voilà, pour avoir... Non, pas vraiment à mon propre compte. Ce que je fais, parce que M. Francis, qui est mon époux, avait un cabinet conseil qui existe toujours, Cible Marketing. Alors je me dis, mince, je vais faire Cible RH. Vous voyez, Cible est resté et puis j'ai seulement pris RH. RH comme ressources humaines. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que je me remets dans mon métier de base, qui est de m'occuper des recrutements, qui est de m'occuper des hommes dans l'entreprise, de payer leur salaire, de gérer leur carrière. Et là maintenant, je peux vous assurer que c'était une très bonne décision parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 2500 personnels à travers toutes les entreprises au Cameroun. Oui. Et vous vous occupez également de la collecte des données pour étudier le monde du travail, pour voir quelles possibilités, qu'est-ce qu'il faut également, quel profil est plus sollicité ou bien ça se passe Oui, comment? En tant que recruteur, parce que dans nos missions, nous avons des recrutements de haut potentiel pour les entreprises. Et effectivement, les profils qui reviennent sont les profils technico-commerciaux qu'on retrouve de plus en plus dans, vous voyez, la concurrence fait rage dans les domaines des télécommunications, dans les domaines de l'agroalimentaire. Vous voyez toutes ces boissons gazeuses, il y a beaucoup de compétition et c'est là où le turnover est assez élevé, y compris dans la téléphonie mobile, les pétroles, etc. Bon, maintenant, ce que nous faisons en relation avec le MINEFOP, c'est que tous les ans, d'ailleurs tous les 3 mois, on leur donne les chiffres caractéristiques, les statistiques de demandeurs d'emploi que nous recevons ici, les gens que nous plaçons, ceux qui trouvent du travail, ceux qui perdent leur travail, etc. etc. Et à ce sujet-là, je peux dire que ceux qui n'arrivent pas à être comblés, ceux des besoins qui n'arrivent pas à être, c'est les besoins techniques. Il y a des besoins de mécaniciens, d'électriciens, de chaudronniers, de tuyauteurs, de soudeurs qu'on n'arrive pas à trouver, tout simplement. Et c'est pour ça que quand vous regardez la plupart des entreprises qui ont besoin de ces performances pointues, on est obligé de faire venir des expatriés, même si c'est des postes au niveau ouvrier. Ça, c'est assez dommage. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège de Savoir qui reçoit ce jour Madame Jeanne-Antoinette Francis. Je préfère parler d'une femme dynamique parce qu'elle l'est. Et Jeanne-Antoinette, vous avez été à plusieurs endroits. Mais en tant que femme, des challenges, des joies? Oui, beaucoup de challenges. En tant que femme, le premier challenge, c'était de me marier. Ouais. Vous voyez la taille que j'ai, 1m86. Quand j'étais jeune, ma mère me disait, oh, toi, est-ce que tu vas trouver un homme qui est ta taille? Donc, je savais que mon challenge, c'était déjà... Trouver un monsieur qui a... Bon, Dieu soit loué, je l'ai trouvé. Parce que sur ce plan-là, mon mari a 1m92, alors que moi, j'ai que 86. Ouais. Vous voyez qu'il y a quand même... Et racontez-nous cette petite histoire cocasse-là. Comment vous vous êtes retrouvés? Peut-être lui aussi cherchait une dame qui a une certaine taille. Ça s'est passé comment? Oui, certainement. Je devais être dans ces critères de choix parce que le jour où je le rencontre, il me dit, je sors avec vous.
nous étions, j'étais au lycée technique, nous étions en train de vendre les billets pour notre soirée gastronomique. Et on trouve à l'université, on trouve un groupe de jeunes garçons, étudiants. Alors on leur propose les billets et il me dit, oui, moi je veux bien prendre le billet, mais à condition de danser avec moi, mademoiselle. J'ai dit, waouh, ça c'est quelle histoire. Voilà le début de notre histoire. Oui. C'est parti là, et puis le mariage après les études. Voilà, le mariage après les études, hein, parce que je me marie l'année de maîtrise. Hein, j'ai pris tout mon temps. Parce que certainement mon père considérait qu'une femme qui a quelque chose là va être une meilleure femme et une meilleure maman. Donc quand je me marie, le premier choix que nous faisons, c'était de rentrer au Cameroun, malgré les propositions d'emploi en France. Maintenant, arrivé au Cameroun, lui, il a déjà un travail. On l'a recruté. Nous étions encore à Paris comme enseignant à l'ESSEC. À l'ESSEC qui venait d'ouvrir ses portes à Douala. Et moi, quand j'arrive, je me mets à chercher un boulot. Et 2 mois après, je suis prise à la SNEC. Voilà. Donc, mon vrai challenge, ça a été de faire un enfant. Ça a été difficile. Mais bon, vous savez, en Afrique, on se réalise vraiment quand on a des enfants. Et de toute façon, moi, je suis née d'une famille nombreuse. Père polygame, beaucoup d'enfants. J'en voulais 3 ou 4. Bon, là, j'ai eu 2 filles. Ouais. C'est fantastique. Et ça a été encore un challenge d'avoir 2 filles? 2 filles, oui, j'aurais aimé filles et garçons, mais j'ai eu 2 filles. Et puis, je me rends compte qu'elles sont parfaites. Tout va bien. Et aujourd'hui, on a problématique au Cameroun, lutte contre la pauvreté. Comment est-ce que vous travaillez pour que ceci puisse avoir quand même une solution? Ah, ça tombe bien, Madame Tonier, parce que chaque fois que vous donnez un emploi en Camerounais, ça le sort de la pauvreté. Parce que personne ne peut s'enrichir sans travailler, personne. Et c'est pour ça que toutes les entreprises qui œuvrent dans la mise à disposition ont une part importante dans la lutte contre la pauvreté. Et ce que nous faisons, nous, c'est d'être non seulement les employeurs, mais être aussi ceux qui vont pousser nos ressources dans nos employés à savoir qui sont des travailleurs et qui ont une place en tant que citoyens et à gérer leur argent. Vous savez, la plupart du temps, la pauvreté est mentale. La pauvreté mentale est plus grave que la pauvreté financière. Et nous le voyons ici avec certains employés qui arrivent, qui ont eu on appelle ça la misère professionnelle. Parce que les gens qui ont un boulot aujourd'hui le perdent demain, ils ne savent pas ce que c'est que se projeter dans le futur. Et quand ils arrivent, nous prenons le temps de les repenser, comme si c'était vraiment des malades, hein, de repenser leurs plaies et de leur dire que calmez-vous, là maintenant vous démarrez quelque chose de profond, c'est votre carrière, c'est votre vie. Votre salaire, ce n'est pas juste un moment, une intermède comme ça, c'est pour votre famille, c'est pour sortir, donc commencer à bâtir votre vie. Parce que vous voyez, malheureusement, à Douala, il y a des gens qui travaillent 10, 15, 20 ans, ils n'ont rien bâti. Et quand ils se retrouvent vers la fin de leur carrière, mais ils n'ont rien. Et c'est pour ça que de notre côté, nous mettons un point d'honneur à être en règle avec l'administration. Parce que la CNPS prend le relais quand la personne a vieilli pour les retraites et tout ça. Nous faisons tout pour que ces personnes-là soient des travailleurs à part entière et qu'à la fin de leur carrière, ils puissent aussi bénéficier d'un repos mérité avec une retraite payée, etc. Et comment cette analyse de choses est reçue par les personnes que vous accueillez? Ils acceptent de se remettre à l'école? Oui, c'est-à-dire qu'au début, c'est des gens qui sont assez dubitatifs, se disent « oh là là, c'est la politique et tout ça ». Mais chemin faisant, après 1 an, après 2 ans, ils se rendent compte qu'ils ont des points à la CNPS, qu'ils ont leurs prestations payées, qu'ils ont... Waouh! Et je pense que CibleRH aujourd'hui
à vraiment œuvrer pour que notre métier soit un métier citoyen et que nos employés soient fiers de nous. Oui. Et sûrement des projets en voyant ce chômage grandissant, vous avez envie de faire quelque chose pour que beaucoup de jeunes puissent en profiter? Bon, maintenant, quand on parle de chômage grandissant, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, Oui. parce que dans le cadre des grandes réalisations, je vous assure que chaque Camerounais doit croire pour trouver sa place dans les réalisations. Il y a de plus en plus de projets qui vont drainer des centaines de milliers d'emplois. Aujourd'hui, le challenge, c'est d'être en bonne santé, d'avoir une bonne formation. D'accord? Oui. Parce que la tendance, malheureusement, la tendance, c'est que les parents envoient les enfants à l'école sans se soucier de ce que les enfants vont faire comme métier quand ils sortent de l'école. Aujourd'hui, les parents doivent faire pause et se dire qu'est-ce que mon enfant peut faire de mieux demain? Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Et nous avons commencé à nous occuper de l'orientation professionnelle. Parce que, vous voyez, quand on annonce des barrages, on annonce des autoroutes, il faut des travailleurs pour ces métiers-là. Quand on annonce des usines, quand on annonce des plantations de canne à sucre et des usines de sucre, etc., il faut des métiers, il faut des gens qualifiés dans ces métiers-là. Bien sûr, il y a beaucoup d'ouvriers qui commencent ces chantiers-là, mais la plupart du temps, il faut des qualifications. Et ces qualifications-là, il faut aller dans les ministères concernés pour savoir le type de métier que ça va générer et par conséquent, commencer à choisir ces formations-là pour l'avenir. Et Jeanne-Antoinette, une femme au foyer, comblée ou bien encore des projets? Comblée, certainement. Beaucoup de projets aussi, mais quelques regrets parce que je suis une maman qui aime beaucoup, qui aime faire la cuisine. Oui. Ouais, les jours là. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour moi-même. Et bon, bien sûr, nous sommes en Afrique et fort heureusement, il y a d'autres gens qui m'aident. Mais moi, on ne peut pas être partout, on va dire. Il a fallu faire des arbitrages. Et bon. Mais comment vous conciliez justement la famille et votre emploi, votre bureau, votre activité au quotidien? Ben, ça va. Je n'ai pas de vrais soucis, ça va. Peut-être le fait d'avoir juste 2 enfants me dédouane un peu de ce point de vue-là. Mais je fais tout pour trouver un peu le temps pour la petite Sarah. Ouais. Quand vous faites le tour dans la vie, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous avez des choses à nous reprocher, nous femmes, et à nous conseiller? Peut-être féliciter également? Pas beaucoup de reproches, parce que comme je passe pas souvent à la télé, il faut que je me montre gentille. Non, mais quelques conseils. Ouais. Les femmes ont tendance à se sous-estimer. Oh, moi, le conseil que je voudrais donner aux femmes, c'est de savoir que nous sommes utiles. Montrez-moi une famille prospère, je vous montrerai une femme dynamique. Les hommes doivent savoir que leurs femmes sont les aides. C'est les aides naturelles que Dieu leur a données. Donc, la femme est au cœur, au centre de sa famille. Et chaque fois qu'elle est mise en valeur, chaque fois qu'elle est mise à contribution, la famille va prospérer. Chaque fois qu'elle est écrasée, qu'elle n'a rien à dire, vous allez voir une famille qui va perdre beaucoup parce qu'on n'aura pas pris en compte tout son potentiel. Voilà le conseil que j'avais à donner. C'est un conseil générique, hein. Il s'adresse aux hommes et aux femmes. Oui. Mais pensez-vous que les femmes devraient attendre qu'on leur donne une place, qu'on leur taille un endroit dans leur propre foyer ou dans leur famille? Non. Oui et non. Disons que, en fait, c'est nous les mamans qui devons faire ce travail. En éduquant nos enfants, nous devons leur montrer qu'elles sont des personnes à part entière qui ont une valeur ajoutée à apporter à leur vie et à la vie de leur famille, à la vie de la société. Et partant de là, sans revendication aucune, aussi naturellement qu'ils soient, elles vont donc occuper leur place et ça va donner des choses fantastiques.
Nous ne sommes plus dans l'ère des prises en charge, nous sommes dans l'ère de la contribution parce que chacun pour sa part a certainement quelque chose de fantastique à donner. Jeanne-Antoinette, une féministe ou... Une féministe, je dirais non. Non, non, je suis une femme fière de l'être, mais je suis une croyante. Je sais que, vous savez, Dieu dans la parole a donné des rôles à chacun. Oui. Et je pense que quand nous regardons bien à ces arrangements de Dieu, mon rôle de femme est un beau rôle. Je suis l'aide de M. Fancier et ça me convient. Ouais. Je suis la maman de mes enfants, ça me convient. Je suis la maman, la mère. Oui, la mère. C'est la joie ici avec vos employés, avec les ouvriers que vous avez. Enfin, c'est les aides également ici. Vous ne les prenez pas comme des ouvriers, vous ne les prenez pas comme des personnes que vous envoyez promener, mais qui sont dans la contribution de la construction du Cameroun. Oui, Madame Tonier, merci beaucoup. Vous me donnez là du pain béni, comme dirait l'autre. Notre ressource essentielle, c'est l'homme, c'est la compétence, c'est sa disponibilité. Donc, vous voyez ici, si vous n'avez pas les gens compétents, les gens qui croient, les gens qui sont motivés pour faire le travail, vous n'avez rien. La première ressource de l'entreprise, c'est la ressource humaine. Une ressource humaine considérée, une ressource humaine qui se donne également au travail, parce qu'il faut se donner, mériter du retour de l'ascenseur de son patron. Tout à fait. Bon, c'est ça le cœur de la psychosociologie. La relation organisation-employé, la relation employeur-employé. Arriver à faire que ça marche, une synergie entre l'un et l'autre. L'employeur attend des résultats, mais l'employé attend une prise en charge, attend qu'on le développe, qu'on lui donne des challenges, qu'on lui donne des opportunités de promotion et qu'il gagne mieux sa vie et qu'il la finisse agréablement. Donc, quand c'est bien pensé, il faut le penser déjà, et puis il faut le conduire à bon escient. Après, ça se passe bien. Alors, nous vous disons bon vent, madame. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Mesdames, messieurs, merci de garder la CR TV dans vos cœurs. Bonne journée.